Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si vous êtes prêts pour une update sur Kouri Ricin, mais il y en a une. Alors, ceux qui ne se rappellent plus qui est Kouri Ricin, j'ai déjà fait une vidéo, mais sinon je vais faire un petit récapitulatif. Kouri Ricin a épousé en 2013 Eric Ricin, qui était très fortuné. Elle n'est pas de la même catégorie sociale, mais enfin, ils vont se marier, avoir 3 enfants, et en 2022, le 4 mars, Eric va décéder dans sa chambre. À 3h20 du matin, Kouri a appelé le 911. Elle l'aurait retrouvé mort dans son lit au moment où elle venait se recoucher. Elle dira qu'à 21h, avant d'aller consoler son fils, elle a préparé à Eric un cocktail alcoolisé, le Moscow Mule, et lui a amené pour qu'il le sirote au lit, avant de s'endormir. Après la mort de son mari, Kouri va apprendre par sa belle-sœur que quelques mois auparavant, Eric l'avait enlevé de son testament et de toutes ses polices d'assurance vie. À la place, il a mis Cathy Ricin comme seule bénéficiaire pour administrer ses biens et veiller à ce que ses 3 enfants ne manquent de rien. Cette action est intervenue après que Eric ait dit à ses parents, à ses sœurs et à son meilleur ami qu'il pensait que Kouri essayait de le tuer pour hériter de sa fortune. Il avait déjà confronté Kouri par rapport à ça. Le contrat prénuptial de Kouri et Eric, en cas de divorce, ne donnait aucun avoir ni aucun bien à Kouri. En plus, après l'autopsie, on se rendra compte que Eric est décédé par empoisonnement. Il a été intoxiqué avec du fentanyl et il a eu 5 fois la dose létale. Pendant un an, la police va enquêter sur le décès de Eric. Mais pendant ce temps-là, Kouri, elle, va écrire un livre sur le deuil pour les enfants. Elle dira que le soir, avec ses propres enfants, ils s'asseyaient et discutaient pour comprendre en fait toutes les émotions qu'il y avait autour du deuil de leur papa. Kouri Ricin, lors de la promotion de son livre qui commençait à marcher, a été arrêtée le 8 mai 2023, soit plus d'1 an après la mort de Eric, et incarcérée. Elle est accusée du meurtre au premier degré de son mari. Dès que Kouri va être incarcérée, elle va faire appel à une avocate assez célèbre dans l'Utah, c'est Sky Lazaro. Sky Lazaro est spécialisée pour la défense des cols blancs. Alors les cols blancs, donc, ce sont des gens de pouvoir, des gens qui ont de l'argent, et aussi elle est spécialisée dans les affaires criminelles. Sky Lazaro, quand on la voit pour la première fois, franchement, elle est étonnante. C'est une très belle femme, elle en jette en fait. Elle dégage énormément de charisme. Et ce que Sky Lazaro souhaite, c'est que Kouri, en attendant son procès, qui n'a pas encore de date, soit libérée. Et surtout, qu'elle puisse s'occuper de ses 3 enfants. Donc pour ça, il va y avoir une audience pour la détention. Et cette audience, elle a eu lieu il y a 2 jours. Donc lors de cette audience, on a à droite toute la partie qui représente l'État. Donc c'est le procureur, c'est une femme, l'assistant du procureur. Du côté gauche, on a donc 3 personnes, Sky Lazaro, Kouri Ricin et l'assistant de Sky Lazaro. Les 2 parties vont donc plaider devant le juge Mrazik, qui lui prendra la décision du sort de Kouri. Peut-elle être libérée jusqu'à son procès ou non? Et si elle est libérée, à quelles conditions? En sachant bien sûr que l'équipe du procureur veut que Kouri reste incarcérée jusqu'au procès. Ce que l'on peut remarquer dans cette audience de détention, c'est que Kouri n'a pas la tenue de prisonnier. Grâce à son équipe d'avocats, elle a réussi à avoir l'autorisation d'être habillée en civil. Et ça, c'est une bonne chose pour Kouri, car normalement, elle aurait dû comparaître avec la tenue habituelle qui est la combinaison orange ou rouge. Et il y a même certains États qui ont les couleurs noires et blanches comme on voit dans les films ou dans les dessins animés. Kouri, elle est habillée en blanc, elle a un beau pantalon et des belles chaussures à talons. Ça change complètement le jugement qu'on peut se faire de la personne, hein, parce qu'imaginez avec la tenue de prisonnier et les tongs. Dès qu'un prisonnier quitte son lieu d'incarcération, il doit avoir des chaussures ouvertes, de type tongs. Et là, ce n'est pas le cas pour Kouri. Quand un prisonnier arrive lors d'une audience, on l'entend arriver de loin. On entend les chaînes au niveau des pieds et on entend aussi les tongs, le clap, clap, clap. Et déjà, une idée commence à germer dans notre tête.
Mais ça cache quelque chose d'important. Ça cache le fait qu'elle est menottée. Elle est menottée au niveau des mains, ça on va pouvoir le voir, mais elle est aussi menottée au niveau des chevilles. Et ça, c'est caché par son pantalon. Donc le but de cette audience du côté de l'État pour le procureur, c'est de démontrer que Khoury est à risque de partir, de quitter et de fuir l'État, donc de ne pas être jugée, qu'elle peut être un danger aussi pour les autres, et aussi le crime dont elle est accusée est grave. Pour cela, le procureur va appeler 3 témoins cette journée-là. The first witness is Detective O'Driscoll. Il va y avoir un policier, un détective donc, qui a suivi l'enquête. Il y aura un technicien qui analyse tous les appareils numériques. Et aussi en témoin principal, il va y avoir la belle-sœur de Khoury, soit la sœur de Eric. Donc le détective qui vient à la barre explique que toutes les preuves amènent à Khoury. C'est-à-dire que le fentanyl qui a été retrouvé dans le corps de Eric viendrait d'une transaction qu'aurait fait Khoury. En fait, elle en a fait 3 transactions. Et pour cela, ils peuvent le prouver grâce aux conversations téléphoniques et aux textos qu'elle a eus avec une certaine CL. Alors, pour ceux qui ont vu ma vidéo, CL, on ne savait pas du tout qui c'était. On savait que c'était un dealer de drogue, mais maintenant, on en apprend beaucoup plus. On apprend que CL est la femme de ménage de Khoury. Elle travaillait chez elle, donc elle connaissait Eric, et elle travaillait aussi pour son entreprise à elle. Elle est connue et a déjà été arrêtée et incarcérée pour avoir dealé de la drogue et consommé de la drogue. Elle était en probation. Et quand Khoury a eu besoin de fentanyl, c'est à elle qu'elle l'a demandé par texto. Tous les téléphones, c'est-à-dire le téléphone de Khoury, le téléphone de CL, correspondent exactement en lieu et en heure à ce qu'a dit CL. Et ça, c'est très important parce qu'ils avaient un seul témoin, CL, et ce témoin a peu de crédibilité dû à ses antécédents. Et en plus, il y a dû avoir un accord pour son témoignage, même si le détective insistera sur le fait que CL aimait beaucoup Eric et qu'elle se sent coupable de sa mort, d'où son témoignage. Donc pour la police, le fentanyl est relié directement à Khoury avec les dates et aussi la somme qu'elle aurait donnée à CL, une somme de 900 $ à chaque transaction, soit 3 fois. Le détective montrera aussi que le témoignage qu'a fait Khoury le jour du décès de son mari était inconsistant, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'erreurs dedans. Ils sont en mesure de prouver qu'elle a menti en disant qu'elle avait essayé de faire des manœuvres de réanimation sur son mari, parce que les ambulanciers, eux, ont dit c'était catégorique non. Il y avait du sang qui coulait de sa bouche à Eric, mais aussi il y avait de la mousse due au fait qu'il était en train de s'asphyxier. Un technicien et analyste en informatique viendra à la barre aussi pour dire quelles ont été les recherches de Khoury pendant l'intervalle avant et après la mort de Eric. Et les questions principales posées par Khoury lors de ces recherches seront: quelle est la dose létale de fentanyl? Est-ce que la police peut vous forcer à faire le détecteur de mensonges? Quelles sont les prisons de luxe pour les riches? Et si le certificat de décès est en attente, est-ce que les assurances payent quand même? Elle a dit qu'elle avait laissé son téléphone à charger et qu'elle était allée dormir avec son fils qui faisait un cauchemar cette nuit-là. Et ils se rendent compte que le téléphone, en fait, n'a jamais chargé cette nuit-là. Il a beaucoup bougé parce qu'à chaque fois que le téléphone bougeait dans la maison de Khoury, il se connectait à différents appareils Bluetooth, comme Alexa ou les iPads qu'il y avait dans la maison. Et de 3h07 du matin à 3h19, soit 1 minute avant l'appel au 911, l'analyste dira qu'elle était en conversation par appel vocal et texto avec quelqu'un. Et elle a ensuite effacé les textos et les appels. Après, la sœur de Khoury viendra à la barre et parlera beaucoup de son frère. Elle dira aussi que toute la famille Richine a pris soin de bien intégrer Khoury et qu'elle ne comprend pas comment tout cela a pu arriver. Il y a une chose que la sœur de Eric n'a pas du tout appréciée, c'est que dès que son frère est mort, apparemment Khoury aurait commencé à marchander la visite des petits à la famille paternelle contre de l'argent.
Et comme la famille Ricci n'a pas cédé, Kouri a raconté aux enfants des choses abominables sur eux. Alors ça, par contre, c'est la sœur qui le dit. Ce ne sont pas des preuves. Hein. Là, c'est quelqu'un qui est venu témoigner plutôt sur le côté émotif. L'avocate de Kouri, Sky Lazaro, va faire des contre-interrogatoires à tous les témoins qui sont venus cette journée-là à la barre. Et elle va soulever quelques petits points intéressants. Déjà, pour elle, à part CL, qui est déjà connue par la police, qui n'est pas très crédible, à part elle, il n'y a aucun témoin de transaction avec Kouri. Elle dit aussi que peut-être les 900 $ qui ont été donnés à CL, c'est tout simplement sa paye de femme de ménage qu'elle pourrait avoir engagée au noir. La police n'a pas gardé le verre contenant le cocktail qu'aurait préparé Kouri, le cocktail qui aurait empoisonné Eric. Mais le détective dira qu'il n'y avait aucun verre dans sa chambre, dans la chambre de Eric. À la fin de la journée, le juge doit rendre son verdict. Est-ce que Kouri peut rentrer chez elle sous caution ou même avec un bracelet électronique en attendant son procès, ou bien tout simplement, il préfère qu'elle reste enfermée. Il va dire que pour lui, toutes les preuves pourraient amener un jury à voter pour la culpabilité de Kouri. Et le juge choisit bien ses mots en disant « pourrait », parce que là, on n'est pas en train de faire le procès de Kouri. On veut juste savoir si elle peut sortir. Le juge, basé sur tout ce qu'il vient d'entendre, et en prenant en considération que c'est un meurtre aggravé car prémédité, décide que Kouri sera maintenu en prison jusqu'à son procès. Il y a un dernier point aussi, c'est que Kouri a l'intention de faire un podcast de la prison. Elle veut raconter son histoire. Et ça montre une continuité. Elle a déjà écrit un livre, maintenant elle veut faire un podcast. Je pense, et ça c'est mon opinion, qu'elle veut qu'on parle d'elle. Elle veut qu'il y ait l'attention sur elle. Son avocate, Sky Lazaro, n'est pas du tout d'accord avec ça et le procureur commence à penser à poser un gag order sur cette affaire. Donc voilà, c'était la petite update de Kouri Ricci. J'espère que tout va bien pour vous, j'espère que vous avez aimé. Si vous souhaitez que je parle plus en profondeur de l'histoire de Kouri Ricci comme je viens de le faire là, dites-moi-les dans les commentaires et je continuerai. Et il y aura plus, hein, c'est sûr, parce qu'il n'y a pas encore la date du procès, mais il se peut que ça soit assez rapide en fait. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. Comme ça, vous serez toujours informés.